Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un ancien international gabonais, capitaine emblématique de l'équipe nationale, les Panthères du Gabon. Aujourd'hui, il est consultant sportif et il brigue un mandat à la tête de la présidence de la Ligue de football de l'Estuaire. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Paul Kessani. Bonsoir, capitaine. Bonsoir Fred. Bienvenue chez nous. C'est un plaisir de vous recevoir ici dans ce cadre, ce beau paysage, si on peut le dire. C'est un honneur que de partager ce plateau avec vous qui avez marqué l'histoire de notre pays en portant, en arborant si fièrement le vert, le jaune et le bleu et le représentant au plus haut niveau. C'est moi qui vous remercie et je suis honoré de l'invitation et de profiter de votre magnifique cadre ici et puis de parler un peu du football, simplement. Parlons du football. Ce serait dommage qu'on ne commence pas par le début, comme avec tous vos prédécesseurs dans cette émission. La logique voudrait qu'on se présente. C'est vrai qu'on vous connaît, vous n'êtes plus à présenter, mais est-ce que vous pourrez, pour ceux de nos internautes à l'international qui ne vous connaîtraient pas, vous soumettre à cet exercice? Bien évidemment, c'est un exercice auquel on est obligé de s'y plier. Donc, comme vous l'avez dit, je suis Paul Ulrich Kessani Zategua, plus connu par Paul Kessani. Je suis un ancien footballeur professionnel et international gabonais, ancien capitaine de l'équipe nationale. J'ai commencé à jouer au football à Lambaréné, puisque je suis originaire de cette ville, dans les petits quartiers, les petites cases abandonnées de l'hôpital Schweitzer où je suis né. Et puis après, le collège Michel Fanguinouveni, l'OXU. Et j'ai été détecté à l'OXU, qui m'a emmené effectivement à la sélection provinciale minime jusqu'au club de la province, à l'époque, Onsa Egali et Viso. Et puis pour me retrouver à Libreville avec l'USM, l'Union sportive Ombinazami, où j'ai passé de très bonnes... Je pense avoir écrit de très bonnes pages. J'ai été en tant qu'élève et sportif, puisque je t'apprenais à LDD, jusqu'à mon bac. J'ai gagné le championnat et la Coupe du Gabon avec l'USM, le doublé. Et puis après, je me suis lancé à l'étranger. Je suis allé en Espagne. Et puis la Géorgie. Alors sur la carrière, nous allons donc revenir. Bien sûr, une très belle carrière footballistique. Vous venez d'ailleurs de nous la citer de manière non exhaustive parce qu'on sait que vous avez joué quand même dans de clubs assez prestigieux. Qu'est-ce que ça fait comment on se sent quand on partage ces moments-là au plus haut niveau? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez encore comme un humain, comme tout le monde? Parce que c'est la question qu'on a envie de poser, même aux plus grands sportifs. Est-ce que vous vous sentez comme un super-homme ou comme un citoyen lambda? Non, mais vous savez, pour ma part, j'ai commencé le foot, c'était d'abord une passion. C'était les études, moi je dansais beaucoup en fait. C'est en fréquentant mes grands frères que j'ai commencé à taper sur le ballon. Et donc je n'ai pas véritablement pris conscience de ce que c'était le foot depuis que je suis tout jeune. Il y a eu un déclic. Le déclic, effectivement, c'est au lycée, c'est au collège. Et puis le déclic, c'est on vient jouer un match ici, lever des rideaux Gabon-Ghana, à l'Omnisport, et on jouait, nous, en petite catégorie, à lever des rideaux. Je découvrais l'Omnisport à l'époque. À 14 h, le stade était plein, avec le Shabbat qui bougeait. Et c'est ce jour-là, effectivement, avec le Shabbat, vous parlez du Shabbat qui bouge. Vous savez, c'est quelque chose de terrible parce qu'en fait, les gens n'imaginent pas, sauf les sportifs, que lorsque le public en haut scandait le Shabbat bouge et qu'il tapait sur la dalle qui était en haut, mais les vibrations, on les sentait sur le terrain, sur la pelouse. Ah oui. Et à ce moment-là, vous êtes un genou qui a à peine joué avec 500 ou 1000 personnes ou 1500 personnes dans votre bled à Lambaréné, et là, vous tombez sur 30 000 personnes. Il y a eu le déclic. C'est là où j'ai pris plus ou moins conscience. Et puis après, il y a eu Montaigu, il y a eu la Coupe du Monde. On avait été invité à regarder la Coupe du Monde 98 par un tournoi qui avait été organisé ici, sous-régional francophone. Et puis les vainqueurs avaient été invités à regarder la Coupe du Monde. Et je pense qu'en allant en France en 98 regarder la Coupe du Monde, invité par la coopération française, j'ai encore vécu un moment exceptionnel. Et c'est à partir de là, effectivement, que j'ai pris conscience que le football était quelque chose. Et puis après, c'est vrai que quand on y est et qu'on est professionnel, c'est difficile de pouvoir percevoir ce que les autres à l'extérieur voient. Nous, on reste concentré sur nous, notre carrière, et puis surtout le sentiment de pouvoir rendre au public, si vous voulez, ce pourquoi ils sont venus au stade. Parce que ça aussi a pu être donner de la fierté à vos amis, à votre famille, à votre pays. D'accord. Alors, si je ne me trompe pas, au début des années 2000, vous êtes appelé pour la première fois en sélection nationale. À ce moment,
Comment vous le vivez? Qu'est-ce que ça représentait pour vous, cet appel à défendre les couleurs de notre pays? Il faut savoir que par exemple, moi j'ai eu la chance, contrairement à d'autres, d'avoir été en équipe nationale à Zingo depuis les minimes, cadets, juniors, espoirs, jusqu'en arriver à effectivement le coach d'Acosta, que je salue au passage, lorsqu'il me fait appeler en sélection, c'était l'aboutissement d'une performance et puis c'était aussi l'aboutissement d'une, si vous voulez bien, logique, après avoir été capitaine en minime, en équipe nationale. Et puis c'est toujours quelque chose de bien parce que, une anecdote, on est à Luanda, c'est mon premier match contre l'Angola. Et je ne pense même pas peut-être pouvoir commencer le match parce qu'il y a des grands noms, il y a des grands noms là. Et comme par hasard, quand on vient à la réunion technique, donc pour le classement, je suis dans le 11. Waouh! C'est là où je réalise. C'est là où je réalise beaucoup effectivement de pression. La pression. Effectivement, il y a une pression, la pression de la pression surtout de la responsabilité qu'on vous donne. Et j'ai eu la chance, il faut le reconnaître, d'avoir un aîné et que je voudrais rendre hommage ici. C'est Théodore Zungeman qui était le capitaine à ce moment-là. Et ça se passe comment sur le terrain? C'est ça, c'est-à-dire que quand je rentre, on va à l'échauffement, Théo me dit, écoute, c'est ton premier match, joue simple. Moi, je te conseille, dès que tu as un ballon, tu es en milieu de terrain, dès que tu as un ballon, n'hésite pas, donne-moi le ballon et puis on va enchaîner. Et puisqu'on parle d'équipe nationale, quels sont vos meilleurs souvenirs à l'équipe nationale? Il y en a beaucoup. Je n'ai pas, on n'a pas remporté encore un titre continental avec l'équipe nationale, mais il y a des matchs qui sont quand même des matchs référents. Il y a des références. Et je prendrai par exemple le premier match de Pierre-Emerick Aubameyang. J'étais capitaine de ce match contre le Maroc à Casablanca en 2008-2009, je crois. Oui, ça c'était une très belle performance. Et c'était pour nous, ça a été un déclic de pouvoir justement gagner à Casablanca avec des jeunes, parce que le groupe n'était pas étoffé. Et puis on a eu aussi un match contre le Ghana, ici, où on les bat, les ici en face, les Moutari, les Pansi, les Agogo. Enfin bref, il y a eu aussi le match par exemple à la CAN, quand on bat le Cameroun en 2010 par exemple. Il y a eu beaucoup de matchs. Il y a eu plusieurs matchs justement. Et l'une des périodes des Panthères, et les Gabonais, allais-je dire, n'oublieront certainement pas d'aussitôt, c'est la CAN à domicile, notre CAN. Ouais. Une très belle CAN, une CAN pendant laquelle les Panthères du Gabon font un très bon parcours, arrivent en quart de finale, mais sortent par un Mali conquérant. À ce moment, quel sentiment vous anime après cette élimination? Moi, je n'étais pas à la CAN 2012, malheureusement, puisque j'avais été suspendu à ce moment-là pour d'autres raisons. Mais je le vivais, ça a été, je pense que j'ai vécu ça d'abord difficilement parce que je n'étais pas là, alors qu'avec mes coéquipiers, on avait travaillé pour y arriver. Mais c'était un moment particulier puisque quand j'étais en contact avec les amis et les frères qui étaient en équipe, jouer une CAN chez soi, vous n'imaginez pas déjà jouer un match à domicile, ce que ça fait, mais jouer une CAN encore, mobiliser tout un pays et toute l'Afrique, c'est autre chose. C'est une grosse pression en général pour les joueurs. C'est une grosse responsabilité pour les joueurs. Et je pense personnellement qu'ils ont réagi de la bonne manière. Parce que quand l'état d'esprit y était, l'engagement y était, l'amour du maillot, on l'a senti, y était. Et je pense que c'est un moment fort auquel notre pays était véritablement uni autour de l'équipe nationale. D'accord. Et vous souhaitez justement, après cet épisode, revenir pour participer à la Coupe d'Afrique en Afrique du Sud en 2013, la première Coupe d'Afrique justement avec une année impaire. Comment ça se passe justement ce retour en sélection? Moi, je reviens en 2012, effectivement. Et en 2012, on joue les éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde. Et malheureusement, le Gabon n'est pas qualifié, on n'est pas qualifié, mais il y a le CHAN qui se joue. Le CHAN qui se joue dans cette année impaire, le Gabon n'était pas qualifié, mais le CHAN se joue. Et ce qu'il faut retenir simplement, c'est qu'on était sur une bonne dynamique. L'équipe nationale a été sur une bonne dynamique avec une très belle génération qui a pu, si vous voulez bien, s'imposer sur le plan continental et donner un peu plus, si vous voulez bien, d'allant à l'équipe nationale. Pour l'après le malheureux épisode de 2012, vous revenez justement en sélection en conquérant, parce que vous ambitionnez participer à la CAN 2013, la première justement d'une année impaire qui se déroule à cette époque en Afrique du Sud. Ouais. Quel est votre état d'esprit à ce moment? Non, mais c'est toujours dans la même dynamique effectivement la CAN qui avait été organisée au Gabon. Le Gabon, après 2010, vous savez qu'avant 2010, ça faisait 10 ans qu'on ne s'était plus qualifié au Gabon. Donc l'objectif, c'était aujourd'hui de pouvoir être présent à chaque
si vous voulez bien, à chaque Coupe d'Afrique. Et je crois que quand on voit effectivement ce qui se fait aujourd'hui, dans la dynamique de la CAN 2012, il était important pour le Gabon de pouvoir y être. Et donc, aujourd'hui, vous êtes candidat à l'élection de la présidence de la Ligue de football de l'Estuaire, un tout autre pôle. Un pôle, un pôle tout autre que celui qu'on a connu sur le terrain, sur les terrains de football. Qu'est-ce qui a fondamentalement motivé cette décision? Il faut savoir que même étant joueur, j'ai toujours pris, si vous voulez bien, certaines positions. J'ai toujours essayé de, si vous voulez bien, d'avoir un leadership. Vous avez été le porte-voix de l'équipe nationale. Vous Ouais, avez, lors des obsèques de Bro à fait. Apanga, international gabonais, décédé sur le terrain, Voilà. été celui qui a lu l'oraison funèbre, justement. ça. Vous avez été le leader en dehors Ouais. et sur les terrains. Tout à fait. Et donc, c'est cette même volonté qui vous a animé aujourd'hui, qui vous anime aujourd'hui. Si vous voulez, quand on est un leader, il faut le reconnaître, on se préoccupe toujours de ce qui se passe autour de nous et des autres. Dans mon cas d'espèce, c'est le football. Et il faut reconnaître que entre ma passion, la passion de toujours pouvoir être dans le football, et puis ce qui se passe aujourd'hui en termes de délitement aujourd'hui le délitement qu'on voit dans l'organisation du football et de nos compétitions, et puis effectivement l'envie d'être utile à mon pays, j'ai considéré qu'il faut aujourd'hui, après que j'ai arrêté le football, il faut se positionner pour pouvoir justement apporter notre expérience, notre compétence au service de notre pays et de nos jeunes. Et justement, en quoi est-ce que votre candidature ou en quoi est-ce que le fait que vous seriez élu va modifier ce qui se fait déjà aujourd'hui dans le football? C'est vrai, c'est une très bonne question. Vous savez, beaucoup de ceux qui gèrent aujourd'hui notre football, pour certains, ont été des sportifs. Mais je crois que j'ai démontré une cohérence dans mes choix pendant que je jouais et après que j'ai joué, qui fait en sorte qu'à un moment donné, quand je gère quelque chose ou quand je me mets sur quelque chose, il y a de la passion, mais il y a surtout, si vous voulez bien, des aspects qui sont des aspects de la probité morale, des aspects qui sont des aspects de bonne gouvernance, qui sont des valeurs des valeurs très que j'attache beaucoup d'importance. Et ce que je pourrais apporter de plus, c'est effectivement, quand vous voyez la situation de notre pays et le diagnostic que j'en fais, je considère, pour ma part, que je suis plutôt en phase. Et je pense pouvoir apporter quelques solutions. Je ne viens pas en être connaisseur, parce que je considère que seul déjà on ne peut rien faire. C'est avec les autres qu'on peut arriver à pouvoir bâtir des grandes choses. Mais je pense aujourd'hui qu'il est arrivé de prendre des responsabilités et je considère que mon expérience et mon expertise, ajoutée avec mon petit réseau, peut faire en sorte que nos jeunes puissent avoir de la valeur et que nos encadreurs puissent, si vous voulez bien, s'épanouir dans ce qu'ils font et que nous ayons un vrai projet structurel et un vrai programme qui va permettre, si vous voulez, au niveau amateur, de pouvoir déjà leur donner une visibilité, mais de pouvoir les accompagner. Parce que vous savez, le monde amateur, c'est un monde du bénévolat en réalité. Il n'y a pas de subvention, ce sont des personnes qui prennent de leur argent et ce sont des gens qui sont passionnés. Il faut simplement aujourd'hui leur apporter, si vous voulez bien, de façon structurelle, un modèle qui fera en sorte que les compétitions soient des compétitions stables, viables, mais aussi qui va faire en sorte qu'il y ait de la visibilité pour nos jeunes. Et puis que tous ceux qui vont être dans ce cadre-là, que ce soit les entraîneurs et autres, qu'ils puissent participer au programme de formation de façon massive. Parce que vous savez, le football amateur, comme je disais, la Ligue de l'Estuaire, la dynamique la plus importante en réalité, ce sont les jeunes. C'est là où il faut mener sa réflexion, les jeunes filles et les jeunes garçons. Et donc, moi, je pense aujourd'hui que c'est le gros travail que je vais apporter, c'est à ce niveau. Et puis, il faut au niveau institutionnel. Un travail de formation. Il faut aujourd'hui. La Ligue ne fait pas de la formation. La Ligue fait de la détection à travers des sélections de sous-ligue, des sélections provinciales. Ça, c'est important de savoir. Ce sont les clubs qui forment. Nous, on doit les accompagner dans leurs efforts. Mais on doit structurer tout cela pour faire en sorte que, par exemple, je vous le dis, il y a beaucoup de. Quand vous voyez le nombre de licenciés pour Libreville, de mon point de vue, est très faible. Et pour deux difficultés. La première, c'est que le football se joue sur des terrains de foot. Nous n'avons pas suffisamment de terrains de foot pour que nos enfants et que nos jeunes puissent jouer. Parce que si vous n'avez pas suffisamment de terrains de foot, vous ne pouvez pas accroître le nombre de compétitions. Et donc, du coup,
mon lobbying et ce que je voudrais faire demain, c'est de pouvoir emmener des gens qui vont nous aider à pouvoir, il y a les programmes de la FIFA, il y a les programmes de l'État, avec le fonds du sport, il y a beaucoup de choses, à faire en sorte que nous ayons des terrains avec des conventions qui vont être signées entre les terrains dits les terrains de l'État, des collectivités locales. Mais il y a, par exemple, je vous prends un exemple, il y a la gendarmerie qui a des terrains, il y a la police qui a des terrains. Ces terrains peuvent être mis à disposition pour les championnats civils et puis nous permettre d'avoir des compétitions stables et augmenter le nombre de licenciés dans les zones disparates. Vous soulevez un problème fondamental sur les infrastructures, mais un peu plus loin, le football gabonais souffre d'un véritable mal. Les assises d'Angondje ont d'ailleurs démontré qu'il avait besoin d'une cure de jouvence, des assises auxquelles vous avez récemment pris part. Quelle situation faites-vous, vous, en tant qu'acteur majeur du football gabonais, de la situation du foot, non pas seulement de la Ligue de football de l'Espoir, mais de la situation du football national et partant du sport en général au Gabon? Quel bilan dressé? En parlant des infrastructures, c'est important de dire que le Gabon a fait un gros efforts au niveau des grandes infrastructures. Qui ne sont pas entretenues, malheureusement. Malheureusement, c'est la difficulté. Mais il y a eu un gros effort et c'est encore dommage parce qu'on a fait de grands terrains mais où le championnat, par exemple, ne se jouait pas. C'était vraiment dommage. Ça, il faut le reconnaître. Et puis après, il y a la difficulté, comme je vous ai dit, des petits terrains où doivent se jouer les compétitions. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Vous savez, l'État a consenti énormément d'efforts financiers pour faire en sorte que le football décolle dans ce pays. En organisant la CAN, en mettant les moyens à un championnat national. On peut critiquer le modèle, on peut critiquer la formule, on peut critiquer, si vous voulez bien, le championnat qui a été proposé. Mais on ne peut pas refuser et refuter le fait que l'État gabonais a mis énormément d'argent. Et donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, de mon point de vue, je vous prends un exemple. Sur le plan sportif, lorsque vous décidez de financer le football professionnel à hauteur de plusieurs milliards, sans penser au football amateur, en réalité, vous tuez le football. Parce que le football professionnel est tributaire du football amateur. Et le football amateur est tributaire du football de masse, donc dans les quartiers. C'est une logique. Et puis, tous ces trois piliers sont dépendants des infrastructures. Donc quand on n'a pas réfléchi à ces quatre pans, en réalité, et qu'on se fixe sur un seul pan, on va avoir un effet comme on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on aura, dans quelques années, ce sera attractif, mais à la fin, ça ne pourra pas apporter. Ça, c'est sur le plan sportif. Maintenant, après, sur le plan de la gouvernance, il faut savoir que, par exemple, l'État a mis les moyens, mais les systèmes de contrôle, moi, quand j'étais dans l'association des footballeurs professionnels du Gabon, c'est la bagarre que j'avais avec la LINAF, les clubs de première division et de deuxième division, la LINAF, et puis à une mesure la FEGAFOOT. Parce qu'on ne peut pas donner autant de moyens à des associations dont on n'a pas la maîtrise et dont on ne contrôle pas. Et surtout, l'accompagnement, on ne les a pas suffisamment accompagnés pour pouvoir justement leur dire l'État va donner de l'argent parce que l'État avait dit que ce sera de façon dégressive. Nous allons vous accompagner dans un modèle qui est celui-là. Est-ce que le modèle économique était le bon? On peut le critiquer. Vous savez, l'État doit mettre simplement les conditions qui vont permettre à un club de pouvoir s'épanouir. Qui doit financer un club normalement? Non, je reviens. L'État doit mettre les conditions qui doivent permettre au club de trouver les moyens. La loi sur le sport, la nouvelle loi sur l'orientation du sport est claire. Par exemple, aujourd'hui, vous créez un club, il y a les clubs amateurs. Tous les clubs sont des clubs amateurs. Parce que le ministère de l'Intérieur, vous devez créer un club. Mais lorsqu'on vous donne le statut professionnel, vous devez vous constituer, moi je pense, en société, et c'est une des propositions que j'ai faites dans la commission de cahier chargé, vous devez vous constituer en société sportive. Vous devez avoir une fiche circuit, vous devez démontrer que vous avez la capacité, de mon point de vue, c'est comme un appel d'offres, que vous avez la capacité de pouvoir, si vous voulez bien, à hauteur d'un certain nombre de choses, faire ce qu'il faut. L'État ne peut pas continuellement donner. L'État doit encourager. C'est à travers, par exemple, la loi sur l'orientation du sport que j'ai lue, qui me paraît une très bonne loi. Aujourd'hui, c'est aussi de pousser. La décentralisation aussi doit avancer parce que les collectivités auront plus, si vous voulez bien, de force à pouvoir encourager le mouvement sportif. Et si elles n'ont pas la décentralisation, les maires n'ont pas la capacité de pouvoir lever des fonds pour pouvoir construire les stades, pour pouvoir, si vous voulez bien, encourager des équipes, l'État seul ne pourra pas supporter, quel que soit tout ce qu'on pourrait faire. De mon point de vue, c'est une réflexion aujourd'hui qu'il faudra mener. Et puis, il faut suivre tout ça. Il faut suivre tout ça. On sait tous aujourd'hui que les capitaux doivent être des capitaux privés. C'est-à-dire que quand quelqu'un crée un club, c'est des amis, c'est des personnalités morales qui se mettent ensemble. Donc, c'est des entreprises qui peuvent financer. Et puis, derrière,
il y a un système de gouvernance qui doit aussi aller avec. On ne peut plus aujourd'hui permettre aux gens qui ont des clubs en première division, pour ne parler que d'eux, et qui sont à l'intérieur de ces clubs, on n'a pas un directeur qui n'a pas un diplôme de management des organisations sportives, par exemple. On n'a pas un club qui n'a pas un marketeur, un chargé de la communication et tout ça. Et on se retrouve avec des clubs qui, de mon point de vue, ne mettent pas des comités de supporters. Donc, vous avez un club qui n'a pas d'identité. Donc aujourd'hui, les clubs devraient fonctionner comme des entreprises à part entière. Mais un club mais vous savez, je le disais, même en amateur, nous sommes en amateur parce qu'effectivement, le statut est différent à cause de l'échelle des moyens et des exigences. Mais la pratique, elle doit être professionnelle. Le football est professionnel dans sa pratique. Ça veut dire que moi, si je crée une association, je dois pouvoir me battre pour pouvoir valoriser mes compétitions et puis trouver des mécènes ou trouver des sponsors. L'État doit aussi m'encourager parce que c'est son rôle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on ne peut pas aujourd'hui être dans un système où, évidemment, on attend tout. Il faut reconnaître que les présidents de clubs, ils font aussi des efforts, mais le rôle de l'État, c'est d'accompagner le processus qui va faire en sorte que quand on crée un club, quand il va vers une entreprise, il sait qu'il a la RSE. Quand une entreprise le finance, il sait que cette entreprise qui me finance aura, par exemple, dans son assiette des impôts, une défiscalisation. Vous voyez, à l'époque, ce qui était intéressant, c'est que l'État a imposé. Là, l'État n'impose pas dans la nouvelle loi sur l'orientation du sport. L'État dit simplement que désormais, pour les associations sportives ou les clubs, vous pouvez aller taper dans les entreprises, voir les mécènes et on pourra repercuter ça quelque part. D'accord. Paul Kessani mandate à la tête de la présidence de la Ligue de football de l'Est, mais pourquoi pas à la tête de la FEGAFOOT? Ça, c'est une très bonne question parce que sur les réseaux sociaux, beaucoup de Gabonais me posent la même question parce qu'on me voit, c'est vrai, très actif, très actif. Très actif parce et surtout, c'est quand même rare de voir un ancien international gabonais s'intéresser de très près, comme vous le faites, aux questions qui sont liées au sport. C'est dommage que beaucoup de vos anciens frères d'armes ne font pas autant. On aurait peut-être eu d'autres résultats et c'est d'ailleurs tout à votre honneur. Je pense que c'est lié à la pertinence de mes analyses. Je crois que c'est aussi lié aussi à la cohérence, comme je vous ai dit. Je suis au chevet parfois, pas souvent, mais dès que je peux aider des clubs où je fais beaucoup de conseils par exemple aux clubs et autres. Et vous le dites, c'est vraiment bien dommage. Il faut aujourd'hui que nous, les anciens footballeurs, nous prenions conscience que nous devons nous mettre en action pour pouvoir donner ce que nous avons vécu. C'est un message que je fais passer à mes anciens coéquipiers. En ordre, on ne peut pas faire l'unanimité, que Sani, vous n'êtes pas obligé d'être derrière lui, mais où que vous soyez, c'est important aujourd'hui qu'il faut se mettre au service de ces jeunes et de toute la dynamique qui se crée. Après, oui, pourquoi la Ligue? Parce que, vous savez, j'aime comprendre. Quand je me lance dans quelque chose, j'aime avoir une démarche de compréhension. Si je dois arriver plus tard quelque part, il faut que mon parcours reflète là où je dois y aller. Je ne suis pas pressé parce qu'effectivement, au Gabon et partout d'ailleurs souvent, on est souvent omnibilé par ce qu'on dit, par ce qu'on fait. Non, moi, donc on saute les étapes. Moi, je sais ce que je veux. Je pense qu'aujourd'hui, le gros travail à faire, c'est d'abord le football amateur qu'il faut construire, reconstruire, qu'il faut relancer. Et après, demain, si on a commencé à le relancer et qu'on impacte, peut-être un jour, on pourrait être sollicité pour briguer un peu plus haut. Mais c'est la première étape aujourd'hui. J'ai encore de l'énergie, j'ai encore du dynamisme. Et je pense que la Ligue de l'Estuaire, vous savez, c'est la plus importante ligue du Gabon. C'est le poumon en réalité, c'est la principale des ligues. C'est le poumon du football gabonais. Et je crois que c'est ici qu'il faut faire le travail. Écoutez, et puis demain, si tout se passe bien, je le souhaite, et ça va bien se passer, je pense, et que je suis sollicité par des amis ou par les acteurs du football à briguer très haut, oui, je n'hésiterai pas parce que j'ai toujours voulu être utile à mon pays. Alors, on vous le souhaite. On vous le souhaite. Alors, le football gabonais, c'est bien de mots, comme on l'a souligné. La dernière affaire en date, c'est celle de Kanga Gaylor, milieu de terrain international gabonais. Une affaire qui a fortement écorné l'image de notre football une fois de plus et celle du football africain. Quelle lecture faites-vous justement de cette affaire Non, moi je n'ai pas une lecture de profane, excusez-moi de le dire, parce que j'ai vu, ça s'est emballé dans les réseaux sociaux et dans les médias, entre des anciens footballeurs, des journalistes, on s'est invectivé. Il faut rester tranquille, il faut rester calme, on connaît le football, le fond du dossier est connu, donc c'est clair. Donc moi j'ai intervenu tout de suite à une radio, Radio Gabon,
Et je disais que effectivement la fédération avait pris sur elle de pouvoir répondre et que je restais solidaire Cette démarche. à cette démarche. Après, il faut que ça nous serve. Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Il faut aujourd'hui que nous commencions à pouvoir être regardants. Et c'est pourquoi d'ailleurs je me bats pour la Ligue des Estuaires. Parce que vous imaginez un jeune qui joue cette année, cette saison à Cocobiche, et l'année prochaine se joue par exemple à Kango, ou bien qui joue à Akanda. Il faut tracer ce jeune. On a des outils aujourd'hui informatiques ou des applications simples ou des logiciels qui peuvent aujourd'hui faire en sorte que quand un jeune arrive, le Gabon est une terre d'immigration. Parce que d'abord, nous ne sommes pas beaucoup. Nous sommes appelés à recevoir nos amis. Et puis parce qu'on aime bien être entouré avec nos frères. Donc on va toujours avoir par exemple des situations où d'autres nationalités pourraient venir demander à être Gabonais. Et le Gabon n'est pas le seul pays. Le La Gabon France n'est pas le aujourd'hui seul. joue Par l'euro exemple, avec ouais. plusieurs expatriés. Simplement que je pense qu'il faudrait que lorsque par exemple des jeunes arrivent dans un club, il faut les tracer pour éviter tout soupçon. On a eu la chance dans ce dossier parce qu'effectivement, il n'y a aucune preuve tangible qui étaye effectivement les armes, qui peuvent démontrer effectivement, donner raison à la RDC. Mais il y a d'autres cas qui pourraient nous être préjudiciables. On a eu le cas Charlie Moussono. Mais voilà, donc aujourd'hui, ça doit nous amener à pouvoir effectivement prendre conscience. Quand je parle, mon projet c'est rupture, restructuration, relance. La restructuration qu'on doit mettre, ce sont tous ces outils aujourd'hui que nous donne notre ère, qu'on doit mettre au service du football. Vous savez, le football aujourd'hui, c'est des process. Si vous n'êtes pas en phase de ces process, malheureusement, ça va être difficile pour vous de pouvoir les mettre au service de votre organisation. Il faut déjà les connaître, il faut les comprendre, et puis il faut les adapter justement à ce qui se passe. Et donc, dans le cas de Gaylor, moi je reste solidaire à la démarche de mon pays, donc de la Fédération gabonaise de football. Et comment Même appréciez-vous si la réaction du joueur Vous savez lui-même? tout ce que je pense sur la gestion du bureau actuel, mais ce n'est pas ça le débat. Je veux simplement dire que c'est difficile pour le joueur, parce que vous savez, dans une situation comme ça, c'est toujours le joueur qui en paie. Moi je connais Charlie Moussono. Je peux vous dire qu'il a été abandonné après avoir vécu ce qu'il a vécu. Abandonné, je vous le dis. Et on ne l'a plus jamais appelé en équipe nationale. Il a été délaissé. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, il y a le cas d'un joueur, par exemple, le Bouangili, qui a été sanctionné par la CAF, effectivement, APA. pour avoir porté un coup sur un arbitre. Voilà, je regarde un coup, en tout cas, je regarde un peu ce dossier et je me rends compte, j'attends de voir la réaction du club, parce qu'il faut soutenir ce jeune. Surtout qu'en plus, le fond, on sait que ce n'est pas lui qui a mis le coup. Donc bref, je pense aujourd'hui que nous devons apprendre de nos erreurs et de nos échecs pour pouvoir, ou bien nous devons apprendre de ce qui se passe maintenant pour pouvoir améliorer l'avenir. Et puisqu'on parle de sélection nationale, pour le capitaine de cette sélection, Pierre-Emerick Aubameyang, l'équipe nationale, sinon cette génération actuelle, est une génération d'or. Partagez-vous cet avis? C'est une très belle génération, effectivement. Vous savez, quelles sont les chances pour cette génération d'aller remporter la CAN au Cameroun? L'avantage de cette génération, c'est, si vous voulez bien, vous parlez de Pierre-Emerick, qui est le capitaine, on n'a jamais vu un joueur gabonais à ce niveau. Ça, c'est incroyable en termes de visibilité pour le pays, et puis de fierté, de dignité, de ce qu'il peut donner pour le Gabon, mais surtout pour les jeunes. Demain, quand vous arriverez, vous savez, nous, on n'a pas eu ça. Hein. Quand on est arrivé dans un club, Gabon, ouais, what is this? On vous dit en anglais, which country? On vous pose la question, vous êtes situé où? Quand on dit, j'ai des coéquipiers qui étaient Camerounais, ah yeah, Samuel Eto'o, yeah. Donc aujourd'hui, du simple fait de la performance de Pierre-Emerick Aubameyang et de son niveau, il y a, si vous voulez bien, une visibilité pour les jeunes qui arrivent derrière. Après, sur la génération, il n'y a pas que lui, il y a Ekoele Manga, qui est pour moi un pur produit du Gabon, parce qu'il est parti du Gabon, de la formation gabonaise pour arriver à un très haut niveau. C'est vrai, il y a Poko qui est parti du Gabon. Il y a les Mina aussi qui sont là-bas, mais bon, moi je considère plus qu'ils ont eu l'avantage et la chance de pouvoir avoir une formation dans les meilleures structures. Et puisqu'on les cite Aaron Moupenza également. Il y a Aaron, aujourd'hui, qui fait plaisir, qui est un pur produit du Gabon. Donc ça prouve à suffisance que on peut, si on le veut, avoir 10, 15 Penza, si on est structuré. Et donc des chances de remporter la CAN. C'est une très très bonne génération. Après, les chances de remporter sont les mêmes que toutes les autres. Vous savez, les éliminatoires ont démontré, et je l'ai dit dans une interview, qu'il ne faut pas négliger les équipes. Il y a un nivellement aujourd'hui au niveau du football des petites équipes vers le haut qui fait qu'il ne faut pas négliger. Il faut rester concentré. On a l'avantage aujourd'hui d'avoir de très bons joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs qu'avant, mais il faut rester concentré parce que
Quand en réalité, dans notre poule, si la RDC ne sort pas premier, c'est le Gabon qui devrait être deuxième. Ou si ce n'est pas la RDC, c'est le Gabon qui devrait être premier. Vous voyez que dans notre poule, on a terminé À à la deuxième place. Donc Effectivement. c'est déjà un signal qui doit nous faire prendre conscience qu'on doit faire preuve d'humilité, on doit se préparer normalement, et puis on va démontrer à l'Afrique que le Gabon a une très belle génération. Éliminatoire, le mot revient. Le Gabon s'apprête justement à démarrer sa campagne pour la qualification en Coupe du Monde, pour la prochaine Coupe du Monde, dans un groupe qui apparaît très serré, sinon qui est l'un des groupes les plus serrés de cette campagne. Quelles sont pour vous, pour revenir sur la précédente question, les chances du Gabon de jouer la prochaine Coupe du Monde? Pensez-vous que le Gabon peut Je se pense que, qualifier? et comme je le dis toujours, c'est nous qui avons notre destin en main. On a effectivement l'Égypte, qui est un gros morceau, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on se prépare bien, il y a l'Égypte, il y a l'Angola, parce qu'il ne faut pas négliger l'Angola. Quand je vois le projet de l'Angola et je vois la dynamique de l'équipe et puis la moyenne d'âge et puis là où ils jouent, je reste convaincu que cette équipe peut surprendre pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Gabon aujourd'hui, comme je dis, à chaque fois que nous avons essayé de bien faire les choses, c'est-à-dire faire une très bonne préparation, les joueurs disciplinés, concentrés, je vous jure, et solidaires sur le terrain, aucune équipe ne nous a battus. Je vous le dis, et je l'ai revu encore, on l'avait vu au Cameroun, on avait joué le Portugal ici. Je vous dis, quand on joue soudé, avec un seul objectif, personne ne peut nous déstabiliser. C'est cet état d'esprit qu'il faut garder, pas au niveau des joueurs, même au niveau des dirigeants. Il faut faire profil bas, il faut surprendre les gens. Et je pense aujourd'hui que c'est une aubaine pour cette génération parce que cette Coupe du Monde, elle est jouable. Effectivement. Elle est vraiment jouable. À part l'Égypte, c'est vrai qu'il y a l'Angola. Il faut aujourd'hui se battre pour pouvoir le faire. Mais on a malheureusement, comparé à l'Égypte, pas les mêmes effectifs parce que c'est une difficulté que nous avons. On n'a pas le même niveau d'organisation également. Mais en fait, la difficulté, je pense que depuis quelques années, après la CAN 2010, le Gabon est monté en termes d'organisation. Ça, il faut le reconnaître. On est je le dis aux jeunes qui sont à l'équipe nationale. Nous, quand nous sommes arrivés en équipe nationale, moi j'avais 5000 jours. Vous imaginez? Et si tu n'es pas retenu dans les 18, même si vous êtes 26, tu n'as pas la prime de match qui était entre 350 000 à l'époque. Wow. Donc, vous savez, et aujourd'hui, et je ne vous parle pas des conditions, on a voyagé souvent dans des conditions difficiles, mais à partir de 2008, 2009 plutôt, les conditions se sont vraiment améliorées. Il faut le dire, on est un des rares pays en Afrique au sud du Sahara à avoir les conditions de casernement, les conditions de voyage et les conditions de bonus et de primes de match que nous avons. Il faut le dire. Maintenant, comme je l'explique, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut être très attentif. Si on n'est pas attentif, on dort un peu et puis les autres ils prennent de l'avant. Le problème que nous avons dans notre équipe, c'est la profondeur du banc. Les autres, ils ont, si vous voulez bien, dans un effectif de 23 ou 26 joueurs, ils ont 30 joueurs, et dans ces 30 joueurs, ils peuvent avoir 10 joueurs ou 15 joueurs top niveau, et ils ont peut-être 20 joueurs de niveau intermédiaire, mais qui n'est pas égal parfois. Profondeur de banc, peut-être tributaire de l'absence d'un football, d'un championnat national constant. Je suis d'accord avec vous que, je l'ai dit dans une interview, que le fait que par exemple, depuis quelques... Vous savez, là on a fait 4 ans, on a joué des pas des mini-championnats. Si vous prenez la moyenne des matchs, des bouts de championnat, si vous prenez la moyenne de matchs d'un joueur en championnat national qui a joué tous les matchs, je pense qu'il doit être dans les 30 ou 37 matchs. Or, 30 ou 37 matchs, c'est ce que vous devez jouer une saison. Ce que vous oubliez et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la progression du joueur dépend du nombre de matchs qu'il joue chaque saison. Bangui Sport a bien sûr payé de cette absence de championnat national. C'est ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui qu'on prenne conscience d'avoir un championnat régulier et bien organisé pour permettre aux jeunes... Là, on a tué une génération. Là. Les 4 dernières années, on a tué une génération. Un jeune qui avait 16 ans en 2017, ou 2010, pas 2017, bon, on va dire 2018, 2019, ben les 4 dernières années, il n'a pas beaucoup progressé. Effectivement. Et combien sont dans cette situation? On a tué toute une génération. Je pense qu'il faut prendre conscience de ça et puis relancer nos championnats pour remettre la concurrence avec ceux qui sont à l'Hexagone et pour créer une espèce de concurrence saine. Parce que ça a toujours existé. À l'époque, on avait un très bon championnat ici, on avait des joueurs à l'étranger.
peut-être pas de ce niveau-là, mais dès qu'il y avait une faille, ou dès qu'un joueur professionnel n'arrivait pas à être au niveau, ben, chacun se laissait sa chance, mais il fallait être en compétition. D'accord. Nous nous acheminons peu à peu vers la fin de cet entretien. À quand l'élection à la tête du bureau de la présidence de la Ligue du football de l'Estuaire? Et avez-vous quelque chose à rajouter, bien sûr? Oui, je profite de l'occasion pour dire que vous avez posé la question de la date des élections. Je suis en ce moment un candidat qui n'est pas très content du processus électoral parce que le bureau sortant a décidé d'anticiper l'élection avant la fin de son mandat. Ce qui est excusez-moi, rien ne justifie cela. Et quand vous voyez le chronogramme qui a été donné pour l'élection, en réalité, on n'aura même pas le temps de faire campagne pour aller voir les électeurs, pour aller à Kokobich, pour aller à Kango, pour aller à Ntoum et l'ensemble des acteurs du football. C'est pas normal. À peine sorti des assises. Mais voilà, je vais continuer. En plus, le bureau sortant a mis en place, le COMEX a nommé la commission électorale en lieu et place du Congrès. Vous savez, il y a les statuts, la Ligue a des statuts. L'article 23, c'est la Ligue a 5 organes. Le premier organe, c'est le Congrès. Et c'est même écrit dans l'article 23, l'organe législatif et suprême. Donc le législateur ne peut pas avoir prévu élection de la commission électorale et puis le comité, le COMEX, décide de le nommer. Mieux, quand vous voyez les attributions et la compétence du COMEX, on dit clairement que tout ce qui n'est pas prévu par le Congrès, il peut légiférer. Donc j'interpelle d'abord le ministre des Sports parce que je pense que je suis allé à ces assises parce que je crois en la sincérité de ces réformes. On ne peut pas, après quelques semaines de réformes, aller encore dans un système qui va faire en sorte empêcher des gens comme nous de pouvoir accéder à des postes de responsabilité. Parce que si je ne peux pas aller à Kokobi, si je ne peux pas aller à Antoum, si je ne peux pas aller à Kango, rencontrer les présidents, c'est vrai, le collège électoral, mais à l'ensemble des acteurs du football qui composent les sous-ligues. Il faut aujourd'hui, j'interpelle le ministre des Sports, j'interpelle le président de la fédération pour que il faut arrêter cela pour donner les chances à tout le monde. En plus, le bureau sortant ne peut pas se permettre, si vous voulez bien, de partir sans faire une assemblée, un congrès ordinaire pour faire le bilan de sa saison. Donc il y a tellement, excusez-moi de le dire, il y a tellement d'incongruité qui fait que il faut aujourd'hui que nos autorités, après les assises, où il y a une commission sur les textes et sur le respect des textes, et il y a eu un signal fort. On ne peut pas se permettre que notre football, on est allé réfléchir, on est allé passer, l'État a consenti de l'argent pour aller réfléchir. Et maintenant, dans la résolution et dans la mise en application de cela, il y a des gens qui viennent décider de faire autrement. Je pense que le ministre des Sports et le président de la fédération doivent prendre leurs responsabilités pour arrêter ce cinéma. Eh bien, merci Paul d'avoir répondu à toutes ces questions. Le public gabonais, nos internautes, vous connaissent désormais sous d'autres casquettes, celui bien sûr de futur président, on l'espère pour vous. Ce sera le cas. Ce sera le cas. Ouais. Eh bien, on le souhaite également. De la Ligue du football de l'Estuaire, merci donc d'avoir partagé avec nous ces anecdotes sur la sélection nationale. C'est un plaisir de vous avoir reçu dans le cadre de cette émission à la rencontre de. Chers internautes, nous étions donc à la rencontre de Paul Kessani, ancien international et capitaine emblématique de l'équipe nationale des Panthères du Gabon. C'est un plaisir de l'avoir reçu ici. Merci à vous d'être restés connectés tout au long de cette émission. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et continuez d'observer les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus.